Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on attaque de front le 4e épisode de cette série démarrée ce mois de janvier. 4e et normalement dernier épisode, mais vous allez le voir, épisode complètement incontournable. Depuis plusieurs semaines, effectivement, nous nous sommes engagés dans ce que j'appellerais personnellement une véritable autopsie de la matrice. Une dissection méthodique, étape par étape, des mécanismes qui structurent notre monde, nos corps, nos esprits, nos comportements. Et cette étape-ci, précisément, me semblait absolument nécessaire pour boucler la boucle. Nécessaire pour aller au bout du raisonnement, nécessaire pour donner du sens à tout ce que nous avons vu jusque-là, et surtout nécessaire pour répondre à celles et ceux qui sentent confusément que quelque chose ne tourne pas rond, mais qui ont encore du mal à saisir les contours réels de ce qui nous entoure. En effet, comme ceux qui ont suivi ont pu le voir, depuis le début de cette série, nous avons suivi une trajectoire claire. Nous avons vu comment le corps avait été modifié par l'alimentation industrielle, et tout ce que ça avait comme implication. Comment le temps avait été structuré par des rythmes artificiels imposés dès l'enfance, et ce que ça avait généré. Comment l'école avait façonné des esprits dociles, calibrés pour la norme, la productivité et l'obéissance. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos, je vous les mets toutes en lien en barre de description de celle-là, allez les voir, c'est important. Forcément, pris isolément, chacun de ces sujets pouvait encore sembler excessif, discutable ou idéologique. Pris ensemble, par contre, ils dessinent clairement une architecture cohérente. Un système qui n'adapte pas le monde à l'humain, mais l'humain à un monde artificiel. Et à partir de là, une question devient alors inévitable. Parce que oui, si l'on a structuré le temps, discipliné les esprits, formaté les corps par l'alimentation et l'école de façon tout à fait non naturelle, il manquait forcément une dernière étape pour que le système soit complet, la gestion des dégâts que cela a impliqué. Autrement dit, les médicaments. L'industrie pharmaceutique. Non pas, attention, comme un simple secteur de la santé, mais comme la conséquence logique, presque mécanique, de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Parce que oui, forcément, que se passe-t-il quand ce modèle produit de manière systémique des corps fatigués, inflammés, carencés, stressés psychiquement, fragilisés? Que fait un système lorsqu'il fabrique lui-même les conditions de la maladie de masse? Puisque c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, cependant, avant d'aller plus loin, il est essentiel de dissiper un gros malentendu. Parce que c'est précisément sur ce malentendu que repose toute la crédibilité du système médical moderne. Et ça évitera que les plus incultes attrapent ma veste. C'est l'idée selon laquelle la médecine aurait simplement évolué de manière neutre, naturelle, sous l'effet du progrès scientifique. Ceci est un récit. Un récit rassurant, linéaire, presque évident, mais un récit incomplet. Et lorsque l'on commence à examiner la chronologie réelle, les financements, les décisions institutionnelles et les intérêts économiques qui ont structuré la médecine moderne, une autre lecture apparaît, beaucoup moins confortable, vous allez voir. La médecine ne s'est pas contentée de progresser. Elle a été orientée, verrouillée, industrialisée. Le mode opératoire est le même que pour tous les autres. Et c'est précisément à cet endroit que le médical cesse d'être une réponse extérieure aux dérives du système pour devenir l'un de ses piliers centraux. Non pas une force destinée à restaurer la santé, pas du tout, mais une infrastructure chargée de gérer les conséquences d'un monde devenu pathogène par conception. Big Pharma n'est pas apparue pour réparer un accident. Elle s'est imposée comme la solution officielle à des déséquilibres produits en amont par l'alimentation, par les rythmes imposés, par le stress structurel, par la normalisation des corps et des esprits. Dès lors, les amis, la question n'est plus de savoir si la médecine fonctionne parfois. La question est de comprendre pourquoi, dans un monde où la science n'a jamais été aussi avancée, les maladies chroniques explosent, la prévention reste marginale et les traitements soulagent sans jamais réellement guérir. Alors, ce dossier n'a pas vocation à rejeter en masse la science. Il cherche à comprendre ce qui se passe lorsque la science cesse d'être une quête du vivant pour devenir un secteur industriel, un marché, un lobby parmi d'autres. Car à partir du moment où la maladie devient un modèle économique, la santé, vous serez d'accord, cesse d'être une finalité. Et pour comprendre, forcément, comment nous en sommes arrivés là, il nous faut remonter au moment précis
où la médecine a changé de nature. Alors installez-vous confortablement les amis, parce que c'est décoiffant et c'est maintenant. On y va. Pour comprendre ce qui se joue en 1910, il faut d'abord évacuer une idée fausse mais profondément ancrée, celle selon laquelle la transformation de la médecine aurait été une évolution naturelle, inévitable, dictée uniquement par les progrès scientifiques. Cette lecture forcément est commode parce qu'elle évite de poser la question des choix. Or, ce qui se produit à ce moment-là n'est pas une simple amélioration des pratiques, mais une redéfinition radicale de ce que la médecine a le droit d'être. Oui, vous avez bien entendu et vous allez comprendre. À partir de 1910, sachez que la médecine occidentale ne se définit plus par sa capacité à soigner des êtres humains, mais par sa conformité à un cadre précis, financé, normé, contrôlé. Et ce cadre n'apparaît absolument pas par hasard. Il est le prolongement direct d'une philosophie déjà appliquée avec succès à l'industrie, à l'éducation, à l'agriculture, comme nous l'avons vu dans nos sujets précédents. Ce basculement ne se fait bien entendu pas dans le flou, bien sûr que non. Il ne se fait pas non plus progressivement, par accident, par adaptation. Non, non, il porte un nom, une date et un cadre institutionnel très précis, le rapport Flexner. Alors il faut savoir que les États-Unis sortent à peine du 19e siècle. La médecine est encore plurielle, hétérogène, parfois chaotique, mais profondément locale. On y trouve des écoles allopathiques, certes, mais aussi des écoles d'homéopathie, de phytothérapie, de médecine holistique, entre autres. Des praticiens formés par l'expérience, par la transmission, par l'observation du vivant. Et c'est précisément cette diversité qui est jugée problématique par certaines élites industrielles et philanthropiques de l'époque. Et oui, encore eux, toujours eux. Officiellement, ils diligenteront ce qu'ils qualifieront d'audit. En gros, un état des lieux de la formation médicale aux États-Unis et au Canada, commandé par la Fondation Carnegie et rédigé par Abraham Flexner, un pédagogue bien sûr, parce que oui, pas un médecin, c'était plus logique d'appeler un pédagogue. Un pédagogue donc, chargé d'évaluer plus de 150 écoles de médecine. Vous l'avez compris, le rapport Flexner n'est pas une initiative étatique spontanée. Il est commandé par des fondations privées, présenté comme un audit destiné à assainir la formation médicale. Le discours public est bien entendu rassurant. Il s'agit de relever le niveau, de protéger les patients, de faire entrer la médecine dans l'ère scientifique. Le storytelling, il est parfait. Mais très vite, une chose apparaît clairement. Ce rapport ne propose pas une amélioration du système existant. Il impose un modèle unique. Laboratoire, chimie, expérimentation animale, médicaments standardisés. Tout ce qui ne correspond pas à cette définition n'est pas discuté, comparé ou évalué sur ses résultats. Il est tout bonnement disqualifié. Les chiffres sont connus, vous les retrouverez sur Google, mais rarement mis en perspective. En une quinzaine d'années, le nombre d'écoles de médecine chute de manière vertigineuse. Les établissements enseignant l'homéopathie, la phytothérapie, les approches holistiques ou traditionnelles ferment les uns après les autres. Des milliers de praticiens se retrouvent marginalisés, criminalisés, exclus du champ légal du soin. Ce n'est pas une concurrence loyale qui s'installe, c'est un monopole épistémologique, pour commencer. Et c'est ici que l'on commet souvent une erreur d'analyse. On se focalise sur Flexner, sur les écoles fermées, sur la brutalité de la réforme dans le meilleur des cas. Mais Flexner n'est pas le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est la philosophie qui rend cette réforme possible, légitime et même désirable aux yeux de l'élite de l'époque. Cette philosophie, Rockefeller l'a formulée lui-même, et oui, noir sur blanc, dans son autobiographie publiée en 1909, soit juste avant ce basculement. Ce détail chronologique est capital parce qu'il nous permet de lire les événements non pas à rebours, mais dans le sens exact où ils ont été pensés. Dans ce texte, Rockefeller ne se présente jamais comme un homme
animé par la compassion ou par une quête humanitaire abstraite, comme on essaie de nous le faire croire. Il se présente comme un organisateur, un homme convaincu que le monde fonctionne selon des lois, que ces lois peuvent être comprises, optimisées et appliquées méthodiquement à tous les domaines de la vie humaine. L'industrie, pour lui, n'est pas seulement un moyen de produire, c'est un modèle d'ordre. Lorsqu'il explique dans son livre comment il formait ses employés, comment il les sélectionnait dès leur jeunesse, comment il récompensait la loyauté, comment il structurait la coopération interne, il ne parle pas simplement de management. Il décrit une vision du monde dans laquelle l'individu doit être façonné pour s'intégrer harmonieusement dans un système plus vaste. Ce qu'il appelle coopération n'est pas l'autonomie, mais l'alignement. Cette logique, vous l'avez déjà vue à l'œuvre dans le domaine de l'éducation dans ma vidéo, j'y reviens pas ici, mais il est important de rappeler que pour Rockefeller, l'éducation n'a jamais été pensée comme un outil d'émancipation intellectuelle. Elle est pensée comme un investissement destiné à produire des individus utiles, efficaces, compatibles avec l'économie industrielle. Du coup, former des médecins n'échappe absolument pas à cette règle. Je vous dis, lisez ce livre, il y a toutes les réponses. Lorsque ces fondations commencent à financer des écoles de médecine, ce financement n'est jamais inconditionnel. Il impose un modèle, des laboratoires, des protocoles, une hiérarchie stricte entre ce qui est scientifique et surtout ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus. Et enfin, une dépendance structurelle à des équipements, à des financements, à des chaînes de production qui échappent totalement aux praticiens individuels. À partir de là, la médecine change de statut. Merci encore une fois, M. Rockefeller. Elle cesse d'être un art du vivant, fondé sur l'observation, l'expérience empirique, la relation au patient. Elle devient une branche spécialisée de l'économie industrielle, nécessitant des capitaux lourds, des infrastructures centralisées, des substances brevetables. Ce basculement n'est pas accidentel. Il est parfaitement cohérent avec la vision exprimée quelques années plus tôt dans son autobiographie. Ce qui est frappant, d'ailleurs, c'est que cette vision se présente toujours sous les habits de la philanthropie. Ça, Bill Gates, il a bien compris, by the way. Rockefeller parle effectivement de traiter les causes racines, de rendre les gens capables de s'aider eux-mêmes, de supprimer les inefficacités. Mais dans les faits, cette approche ne remet jamais en question le système qui produit les déséquilibres. Elle se contente de réorganiser les réponses, de les rendre plus efficaces, plus contrôlables, plus rentables. Comme vous l'avez vu dans l'agriculture avec la modernisation forcée des pratiques rurales, là c'est pareil. Vous l'avez vu encore dans l'éducation avec la standardisation des parcours. Eh bien, en 1910, vous le voyez dans la médecine. Le soin est arraché au local, au contextuel, au singulier, pour être intégré à une chaîne industrielle globale. À partir de ce moment-là, une ligne est franchie. Ce qui est reconnu comme médecine n'est plus ce qui soigne, mais ce qui s'inscrit dans le cadre défini par les financeurs, les institutions, les fondations. La légitimité ne vient plus de l'expérience clinique ou des résultats observés, mais de l'adhésion à un paradigme unique. Tout le reste devient illégal, marginal, suspect. Ce n'est pas encore Big Pharma tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais c'est son acte de naissance. Le moment précis où la médecine devient dépendante de l'industrie, de la chimie, du brevet et donc du profit. Le moment où le corps humain commence à être traité non plus comme un organisme vivant complexe, mais comme un ensemble de fonctions à optimiser, corriger, maintenir. Et ce qui rend ce moment si fondamental, les amis, c'est qu'il ne peut pas être compris comme une dérive ultérieure. Il est inscrit dès l'origine dans une vision cohérente du monde, assumée, écrite, revendiquée. Une vision dans laquelle l'humain n'est jamais souverain, mais toujours intégré à un système censé savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui. C'est à partir de ce basculement que tout le reste devient possible. Et d'ailleurs, on voit, ils l'ont bien utilisé, ce formatage, lors de la maladie masquée. Et cet argument que tous nous ont sorti, il faut faire confiance à la science, oui, mais pas à celle de nos jours. Pour comprendre ce qui se joue après 1910, il faut accepter une idée profondément inconfortable. La transformation de la médecine n'est ni accidentelle, ni isolée, ni même spécifique au domaine du soin. Elle s'inscrit dans une vision du monde déjà formulée, déjà appliquée, déjà testée à grande échelle. Une vision cohérente, méthodique, assumée. Et cette vision porte un nom. John Rockefeller n'a jamais été un philanthrope au sens sentimental du terme. Il a toujours été un organisateur,
Un homme convaincu que le monde fonctionne selon des lois objectives, rationnelles, presque naturelles, et que ces lois doivent être appliquées méthodiquement à l'ensemble de la société. Pour lui, le désordre n'est pas une richesse, c'est une inefficacité. Et l'inefficacité est une faute. Dans son autobiographie, donc, Rockefeller expose cette philosophie sans détour. Lorsqu'il revient sur son parcours industriel, il ne parle jamais d'avidité ou de conquête, mais d'ordre, de discipline et de loi supérieure. Il écrit notamment l'élément fondamental et essentiel du succès dans les affaires commerciales consiste à respecter les règles établies en matière de transactions haut de gamme. Et cette phrase plante le décor. Cette phrase est centrale parce qu'elle révèle une chose fondamentale. Pour Rockefeller, le succès, qu'il soit économique, social ou humanitaire, ne relève pas de la morale ou du hasard, mais de l'application rigoureuse de règles définies par ceux qui savent. Comment eux, ils sont décidés de qui savent ? Très élitiste, mais bon, on en parlera. Et cette vision n'est pas restée théorique, forcément. Rockefeller ne s'est pas contenté de l'énoncer dans ses écrits. Il a d'abord mis en pratique à grande échelle, dans l'entreprise qui a fait sa fortune, et servi de terrain d'expérimentation à sa conception du monde. Standard Oil. Et oui, Standard Oil n'est pas seulement une entreprise pétrolière, c'est le prototype de modèle de société. Un modèle fondé sur la concentration, la centralisation, l'élimination de la concurrence et surtout la standardisation des hommes. Rockefeller explique lui-même avoir éduqué ses propres hommes, les avoir formés très tôt, avoir récompensé la loyauté par des pensions, des soins, des perspectives internes. Cette organisation n'a rien d'anecdotique, elle révèle une manière de concevoir l'humain comme une ressource à façonner, à aligner, à intégrer durablement dans un système fermé. Dans cette logique, le monopole n'est pas un abus, il est une forme supérieure d'ordre. Le marché libre est chaotique, le monopole, lui, est rationnel. Il élimine les inefficacités, impose une direction unique, garantit la stabilité. Rockefeller ne voit jamais la concentration comme un problème, mais comme une solution. Lorsque plus tard il se tourne vers ce que lui appelle la philanthropie, ce que moi personnellement je nomme la manipulation, il ne change pas de logiciel. Il applique exactement la même méthode. Les fondations qu'il crée ne sont pas des œuvres caritatives désintéressées comme le narratif officiel essaie de nous le faire croire. Ce sont des structures managériales, administrées par des conseils composés d'hommes d'affaires, pilotées par des indicateurs d'efficacité, orientés vers des résultats mesurables. La charité devient une branche de l'ingénierie sociale. Rockefeller le dit lui-même. On ne peut plus explicitement lorsqu'il définit ce qu'il considère comme une bonne philanthropie. Noir sur blanc, il affirme que la meilleure philanthropie est constamment à la recherche de finalité. Une recherche de cause, une tentative de quérir les mots à leur source. Là encore, la formule semble irréprochable. Mais elle révèle surtout une ambiguïté majeure. Qui définit donc les causes ? Qui décide de ce qui constitue un mal et surtout, quelles causes sont soigneusement exclues de cette analyse. Dans les faits, la philanthropie rockefellerienne ne remet jamais en question le système industriel et économique qui produit justement les déséquilibres. Elle traite la pauvreté, l'ignorance, la maladie comme des dysfonctionnements techniques, jamais comme les conséquences structurelles d'un modèle de société. Les causes racines sont toujours situées au niveau des individus, des pratiques locales, des traditions jugées archaïques. Le système, lui, reste toujours hors champ. Et c'est bel et bien là qu'est le problème. Vous l'avez déjà vu dans le domaine de l'éducation, avec le General Education Board. Pareil, tout ça c'est un lien en barre de description. Mais il est essentiel de rappeler que pour Rockefeller, l'éducation n'a jamais eu pour vocation d'émanciper les esprits. Elle devait former des individus utiles, efficaces, adaptés aux besoins de l'industrie et de l'agriculteur modernisé. La pensée critique n'est pas un objectif, la compatibilité l'est. La même logique s'applique à l'agriculture. Là encore, vous connaissez le dossier. La modernisation agricole promue par les institutions financées par Rockefeller ne vise pas l'autonomie des populations rurales. Elle vise leur intégration dans un système productif, rationalisé, dépendant de méthodes scientifiques, d'intrants, de conseils techniques, de chaînes d'approvisionnement centralisées. Le paysan devient un opérateur, la terre devient une unité de rendement, le corps devient un outil de production.
Ce rappel, excusez-moi pour ceux qui ont vu les vidéos et qui peut sembler redondant, est fondamental parce qu'il permet de comprendre pourquoi, lorsque Rockefeller s'intéresse à la médecine, il agit exactement de la même manière. À ses yeux, la médecine traditionnelle, empirique, pluraliste, n'est pas problématique parce qu'elle serait inefficace, bien loin s'en faut, mais parce qu'elle échappe au contrôle. Elle est locale, hétérogène, difficile à mesurer, impossible à standardiser, et surtout incompatible avec la vision industrielle fondée sur la chimie, le laboratoire et le brevet. La médecine scientifique qu'il promeut, en revanche, répond parfaitement à ces critères. Elle est centralisée, elle nécessite des capitaux lourds, elle repose sur des infrastructures coûteuses, elle produit des substances reproductibles et brevetables. Elle crée une dépendance structurelle à des institutions, à des protocoles, à des experts labellisés. Elle transforme le soin en secteur économique stable. Lorsque Rockefeller finance des instituts de recherche médicale, soutient la refonte des écoles de médecine et accompagne la mise en œuvre des recommandations issues du rapport Flexner, il ne fait qu'appliquer une méthode déjà éprouvée ailleurs. Identifier un domaine jugé inefficace selon lui, en redéfinir les standards légitimes, éliminer les alternatives, centraliser la production du savoir, rendre le système dépendant de ses propres infrastructures. Ce qui frappe, lorsqu'on prend du recul, c'est la cohérence absolue de l'ensemble. Industrie, éducation, agriculture, médecine. Chaque domaine est traité comme une pièce d'un même écosystème idéologique. Un écosystème fermé, administré par des élites convaincues de savoir mieux que les populations ce qui est bon pour elles. La philanthropie n'y joue pas le rôle de contre-pouvoir, elle en est le vernis moral, le lubrifiant narratif. Sur le plan symbolique, Rockefeller incarne une figure ancienne, transposée dans la modernité industrielle finalement. Tout ce qu'il touche devient organisé, rationalisé, rentable. Mais ce processus se paie toujours du même prix, la perte de souveraineté du vivant. Comme Midas, il transforme en or ce qui auparavant respirait librement. Comme un Prométhée inversé, il ne vole pas le feu pour libérer les hommes, mais pour le leur redistribuer, sous conditions, sous licence, sous contrôle, avec un prix. Il ne s'agit donc pas ici de morale abstraite ou de procès d'intention, il s'agit bel et bien de responsabilité historique. Les choix opérés par Rockefeller et ses fondations ont façonné durablement notre rapport à la santé, à la maladie, à la légitimité médicale. Ils ont installé l'idée qu'une seule médecine est acceptable, que toute autre approche est suspecte, dangereuse, irrationnelle, conspirationniste. Et une fois cette idée solidement installée, forcément, le terrain est prêt. Car lorsqu'un système a défini ce qui est légitime, désigné ses experts et marginalisé toute alternative, il peut passer à l'étape suivante sans rencontrer de résistance majeure. Façonner le consentement, verrouiller le récit, transformer la santé en terrain de propagande. Et c'est précisément ce qui va se jouer ensuite. Parce que oui, une fois la médecine verrouillée sur le plan institutionnel, une fois les standards redéfinis, les alternatives éliminées et les experts labellisés, il reste un dernier verrou à poser, le plus décisif, le plus invisible, celui qui conditionne tous les autres. Il ne suffit pas qu'un système soit en place, il faut que plus personne n'imagine qu'un autre système puisse exister. Et c'est là que la manipulation, elle est fabuleuse. À partir de ce moment, la bataille ne se joue plus dans les universités ni dans les laboratoires. Elle se joue dans les têtes, dans la perception collective, dans le récit, dans le narratif officiel. Et ce récit doit accomplir une tâche précise, faire passer la domination pour du bon sens et la contestation pour une menace. Ce processus commence par le langage. Toujours. Très vite, un vocabulaire disqualifiant s'impose. Les pratiques qui échappent au cadre biomédical ne sont plus simplement différentes. Elles deviennent dangereuses, ridicules, arriérées. Le praticien alternatif n'est plus un soignant concurrent, mais un charlatan. Le mot est lourd. Il ne décrit pas une méthode. Il attaque une intention. Il suggère la tromperie, l'ignorance, parfois même la malveillance. Dès les années 1910 et 1920, cette stratégie est assumée publiquement. L'American Medical Association mène une véritable campagne de communication dans la presse et dans ses propres publications, qualifiant les homéopathes, naturopathes et guérisseurs de charlatans et de menaces pour la santé publique. Cette offensive est notamment documentée dans des ouvrages comme Nubstrom and Quackery qui visent explicitement
à discréditer toute pratique sortant du cadre médical officiel. Cette stratégie est d'une efficacité redoutable parce qu'elle déplace le débat. On ne discute plus des résultats, des contextes, des limites, on juge des personnes. Et une fois qu'un individu est perçu comme suspect, tout ce qu'il dit devient inaudible. Hein, professeur Raoul? Ce mécanisme ne s'improvise pas, il est pensé, théorisé, assumé. Dans les années 1920, un homme va jouer un rôle clé dans cette transformation de la communication moderne. Édouard Bernet, encore lui. Eh oui, pourquoi? On ne va pas changer une équipe qui gagne en même temps. Dans son ouvrage, dont je vous ai déjà parlé, Propaganda, il explique ouvertement que les sociétés démocratiques ne peuvent fonctionner que si l'opinion publique est guidée, orientée, manipulé à grande échelle. Il parle de gouvernement invisible exercé par ceux qui comprennent les ressorts psychologiques des masses. Tout est dit. La santé devient alors un terrain privilégié pour cette ingénierie du consentement. Pourquoi? Parce qu'elle touche à la peur, à la vulnérabilité, à la survie. Rien n'est plus efficace pour suspendre l'esprit critique que la promesse de protection face à la maladie. Progressivement, la médecine scientifique cesse d'être présentée comme une méthode parmi d'autres. Elle devient l'incarnation même de la rationalité. La science n'est plus un outil de compréhension du réel, elle devient une autorité morale. Celui qui la remet en question ne fait pas preuve de curiosité, il devient irresponsable. À partir de là, le doute change de statut. Il n'est plus un moteur de la connaissance, il devient un danger social, un risque, voire une faute. Dites-moi pas qu'on n'y est pas, mais depuis, on a toutes les preuves maintenant. Ce glissement est fondamental. Il permet de faire accepter l'idée qu'en matière de santé, la liberté de penser doit s'effacer devant l'expertise. Que le patient n'a pas à comprendre, qu'il doit faire confiance, obéir, suivre le protocole. Le débat disparaît, remplacé par l'injonction. Ce conditionnement est relayé partout. Par la presse, qui devient progressivement dépendante des financements publicitaires issus du secteur médical et pharmaceutique. Par des institutions qui diffusent des messages standardisés, simplifiés, émotionnels. Par la culture populaire qui ridiculise toute approche non conforme et glorifie la figure du médecin technicien, seul détenteur du savoir légitime. La peur est l'outil central. Peur de la maladie, peur de mal faire, peur d'être responsable d'un échec thérapeutique, peur d'être marginalisé socialement. Peu à peu, se soigner autrement n'est plus seulement un choix personnel, c'est littéralement une transgression. Et ce qui est remarquable, c'est que cette propagande ne s'affiche jamais comme telle. Elle se présente toujours comme de la pédagogie, de l'information, de la prévention. Elle ne dit jamais « nous vous contrôlons », elle dit « nous vous protégeons ». À ce stade, le système n'a plus besoin de coercition directe. La population a intégré les règles. Elle s'autodiscipline. Elle se méfie spontanément de tout discours dissident. Elle réclame même parfois la censure au nom de la sécurité sanitaire. Et on l'a vu. Aujourd'hui, les mots ont évolué. On parle de désinformation, de fake news ou de complotisme. Mais le mécanisme, lui, est strictement le même. Disqualifié, marginalisé, délégitimé, non pas en réfutant des arguments, mais en attaquant la crédibilité de ceux qui les formulent. Mais même à mon niveau, je le vois. Le terrain est alors parfaitement préparé pour la phase suivante. Une fois que le soin est perçu comme un domaine réservé aux experts, une fois que la contestation est associée au danger, une fois que la confiance aveugle est devenue une norme sociale, il devient possible de transformer la médecine en industrie de masse. Une industrie qui ne se contente plus de soigner des maladies ponctuelles, mais qui apprend à gérer des populations, à maintenir des états chroniques, à administrer des corps sur le long terme. La pilule peut dorénavant entrer en scène. Parce que oui, une fois le cadre médical verrouillé, une fois le récit contrôlé, une fois la contestation rendue socialement coûteuse, la transformation peut s'opérer à grande échelle. Elle ne se présente pas comme une rupture, mais comme une évidence. Une promesse simple, rassurante, presque magique. À chaque symptôme correspondra une solution. À chaque déséquilibre correspondra une molécule. L'après-guerre marque l'entrée dans ce nouvel âge. Les antibiotiques, les vaccins, les corticoïdes, puis les premiers psychotropes s'imposent comme des victoires éclatantes.
Et sur le plan strictement ponctuel, ils le sont souvent. Mais derrière ces succès indéniables s'installe une philosophie silencieuse qui va transformer en profondeur la relation aux soins. Le symptôme devient la cible et non plus le corps dans sa globalité. La médecine se spécialise, se fragmente, se compartimente. Le corps n'est plus envisagé comme un système vivant, interconnecté, mais comme un assemblage de fonctions isolées, chacun relevant d'un expert, d'un protocole, d'un traitement dédié. Cette fragmentation est présentée comme un progrès. En réalité, elle est parfaitement compatible avec l'industrialisation du soin, car un corps fragmenté est un corps administrable. À partir de ce moment, la pilule devient l'outil central. Facile à produire, à standardiser, à prescrire, à renouveler. Brevetable, rentable, la molécule s'impose comme la réponse par défaut, parfois même avant toute recherche sérieuse des causes profondes. L'objectif implicite n'est plus de restaurer un équilibre durable, mais de maintenir un état fonctionnel acceptable à base de petites pilules. Ce basculement vers la pilule n'est pas fait en terrain vierge. Vous vous en doutez bien. Il s'est fait en grande partie par dépossession. Et c'est là que c'est tellement vicieux. Parce que pendant des siècles, une part importante du soin reposait sur l'usage des plantes. Des plantes connues, observées, transmises, utilisées localement, sans brevet, sans propriétaire, sans intermédiaire industriel. Cette médecine-là avait une caractéristique rédhibitoire pour le nouveau modèle. Elle était libre. À partir du moment où le soin devient une industrie, ce rapport au vivant pose problème. Non pas parce que les plantes seraient inefficaces, bien sûr que non, mais parce qu'elles ne sont ni standardisables à grande échelle, ni brevetables en tant que telles. Et donc, vous pouvez vous soigner gratuitement avec les plantes de votre jardin. Le mécanisme qui s'impose est alors toujours le même. On commence par discréditer l'usage traditionnel des plantes, en le qualifiant d'imprécis, d'archaïque, voire de dangereux. Puis, on isole en laboratoire un principe actif contenu dans la plante. On le purifie, on le modifie, parfois légèrement, on le stabilise chimiquement. Et à partir de là, ce n'est plus la plante qui est reconnue, mais la molécule, la vis. Cette molécule peut alors être brevetée, produite industriellement, commercialisée à grande échelle. Et c'est jackpot pour eux. Dans le même mouvement, la plante entière, celle dont est issu le principe actif, devient suspecte, non standardisée, non contrôlée. Son usage est alors restreint, réglementé, parfois interdit au nom de la sécurité sanitaire. Ce basculement est fondamental, les amis. Il ne s'agit pas simplement d'un progrès technique, mais d'un changement de statut du vivant. Ce qui relevait d'un savoir partagé devient une propriété intellectuelle. Ce qui était accessible devient conditionné. Ce qui était transmis devient dépendant d'une autorisation. Le petit cachet n'est donc pas seulement une solution pratique. La petite pilule est la forme parfaite du soin dans un système fondé sur le brevet, la rentabilité et la répétition. Ce glissement est certes peut-être subtil, mais il est déterminant. On ne parle plus de guérison, on parle de gestion. Gestion de la douleur, gestion de l'humeur, gestion de la glycémie, gestion de la tension, gestion du sommeil, gestion de l'inflammation. La maladie chronique devient la norme. Le traitement à vie devient acceptable. Et avec lui, une dépendance structurelle s'installe. Dites-moi pas que c'est pas d'une logique de fou. Le patient change alors de statut. Il n'est plus un sujet à accompagner vers l'autonomie. Il devient un consommateur régulier de protocoles. Sa santé est survie, mesurée, ajustée, mais rarement libérée. Chaque nouvelle molécule corrige un effet secondaire de la précédente. Chaque déséquilibre appelle une nouvelle prescription. Le système se referme sur lui-même. Les autorités de régulation jouent alors ici un rôle clé. Présentées comme des garde-fous, en vérité, elles entérinent ce modèle. Les critères d'autorisation, fondés sur des essais cliniques standardisés, favorisent mécaniquement les solutions pharmaceutiques au détriment des approches globales, préventives ou non brevetables. Ce qui ne peut être mesuré, isolé, commercialisé, reste systématiquement hors champ. Peu à peu, la prévention authentique, celle qui interroge l'alimentation, l'environnement, le stress, le rythme de vie, est reléguée à l'arrière-plan. Elle est jugée trop complexe, trop lente, trop dépendante du comportement individuel. À l'inverse, le petit cachet, la petite pilule, offre une réponse immédiate, contrôlable, compatible avec un mode de vie inchangé. Le système ne soigne plus contre lui-même, il soigne malgré lui. Ce modèle n'est pas neutre, il repose sur une contradiction fondamentale. Une industrie fondée sur le profit ne peut prospérer durablement dans un monde en bonne santé. La guérison définitive n'est pas un objectif économique. La chronicité, en revanche,
est bel et bien une ressource. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici d'accuser chaque médecin. J'ose espérer qu'il y en a encore qui font ça pour le plaisir de la science. Chaque chercheur, chaque soignant, beaucoup agissent de bonne foi à l'intérieur d'un cadre qu'ils n'ont pas choisi. Mais le système, lui, est structuré de telle sorte que ce qui est rentable est encouragé et ce qui ne l'est pas est marginalisé. Et c'est systématique. Et maintenant, c'est carrément devenu un mode opératoire. À ce stade, la médecine est devenue une industrie à part entière. Une industrie puissante, centralisée, intimement liée à d'autres secteurs, chimiques, agroalimentaires, assurantiels. Elle ne se contente plus de répondre à la maladie. Elle s'inscrit dans un écosystème qui gère le vivant, optimise les flux, anticipe les risques et administre les corps sur le long terme. Et pourtant, ce n'est malheureusement encore qu'une étape. Car une fois que la pilule est devenue la norme, une fois que la chronicité est acceptée, une fois que le patient est habitué à déléguer sa santé, une nouvelle frontière s'ouvre. Une frontière encore plus intime, encore plus législative, encore plus stratégique. Le corps lui-même, non plus comme patient, mais comme source de données. C'est là que nous allons maintenant. Et c'est là vers quoi le futur nous dirige. Le corps comme dernière frontière économique. Et on en a déjà parlé sur ma chaîne. Une fois la maladie devenue chronique, une fois le patient habitué à déléguer sa santé, une fois la pilule installée comme norme culturelle, le système peut franchir, à l'aise, un seuil supplémentaire, un seuil décisif. Car il reste encore une chose à capter, à optimiser, à monétiser. L'information biologique elle-même. Et là, merci Elon Musk, les implants, etc. On y go. Le corps n'est plus seulement un organisme à maintenir fonctionnel, il devient un gisement de données. Et c'est pas comme si ça faisait des années que je le dénonçais pas. Ce basculement ne surgit pas ex nihilo, il est la continuité logique de tout ce qui précède. Une médecine fragmentée appelle une médecine mesurée. Une médecine mesurée appelle une médecine prédictive. Et une médecine prédictive nécessite des flux massifs de données collectées en continu, agrégées, analysées, corrélées. C'est ici que la technologie entre pleinement en scène. La santé n'est plus envisagée uniquement comme une réponse à la maladie, mais comme un champ d'anticipation permanente. Tension, glycémie, sommeil, activité physique, rythme cardiaque, stress génétique, microbiotique, et j'en passe et des meilleurs. Chaque paramètre devient traçable, stockable, exploitable. Ce qui relevait autrefois de l'intime bascule dans le quantifiable. Les objets connectés en sont la porte d'entrée la plus visible, les amis. Montre intelligente, capteur de glycémie en continu, bracelet de sommeil ou de stress qui ne se contente plus de mesurer. Il score, il profile, il déclenche des alertes. Et ces alertes ne s'adressent pas seulement à l'utilisateur, ne croyez pas ça, mais s'inscrivent dans un écosystème plus vaste où des assureurs, plateformes et prestataires de santé peuvent accéder à des indicateurs de risque agrégés. Ce mouvement est présenté comme une avancée, une promesse de prévention, une médecine personnalisée, mais derrière cette rhétorique séduisante se cache une transformation bien plus profonde, le déplacement du pouvoir médical vers l'algorithme. L'intelligence artificielle ne soigne pas, elle classe, elle prédit, elle optimise. À partir de modèles statistiques, elle calcule des trajectoires probables, des profils de risque, des comportements jugés déviants ou coûteux. Dans le domaine assurantiel et médical, ces systèmes sont déjà utilisés pour établir des scores de risque santé qui influencent silencieusement les primes, les franchises, les priorités d'accès aux soins et aux traitements, surtout aux États-Unis. La santé devient une équation. Et dans une équation, ce qui dévie doit être rectifié. Ce glissement est fondamental car il ne s'agit plus seulement de traiter des individus malades, mais de gérer des populations entières en amont de la maladie. Le corps n'est plus un sujet. Il devient une variable statistique, une ligne dans un modèle prédictif. Dans ce contexte, la frontière entre prévention et contrôle s'efface. Être en bonne santé ne signifie plus être équilibré, mais être conforme aux normes statistiques. Dormir comme il faut, manger comme il faut, bouger comme il faut, se comporter comme il faut. Toute déviation devient un signal faible, un risque futur, un coût potentiel. Et ce coût, bien évidemment, doit être anticipé pour coûter justement le moins au système. C'est ici que s'opère la jonction entre santé, assurance, finance et technologie. Les données biologiques permettent de calculer des probabilités. Les probabilités permettent d'ajuster des accès, des tarifs, des droits. La santé devient un outil de tri, lent, silencieux, mais profondément structurant. Le discours officiel insiste sur le volontariat, la responsabilisation individuelle, l'empowerment. Mais dans un monde où la norme est définie par des systèmes automatisés, refuser la mesure
devient une anomalie. Et l'anomalie, dans un système de gestion, est toujours perçue comme un problème à corriger. Triste monde dans lequel on s'est laissé embarquer, ça c'est incontestable. Ce modèle ouvre aussi la voie à une nouvelle forme de médicalisation, non plus réactive mais préventive, au sens coercitif. Traiter avant même que le symptôme n'apparaisse, corriger avant que le corps ne dévie, administrer avant que l'individu ne choisisse. La santé devient un devoir. Presque une obligation morale. Moi, on essaie de me faire culpabiliser là pour passer mammographie, tout ce truc là. C'est dingue. Dans cette logique, les passeports médicaux, les suivis numériques permanents, les certifications sanitaires ne sont pas des accidents historiques. Ce sont des prototypes, des tests, des répétitions générales. Ils montrent jusqu'où un système peut aller lorsqu'il est présenté comme protecteur, rationnel et scientifique. Le corps devient alors la dernière frontière économique parce qu'il est à la fois universel, intime, inépuisable et monétisable. Une fois l'alimentation industrialisée, le temps structuré, l'esprit discipliné, la maladie gérée, il restait le vivant lui-même à intégrer pleinement dans le circuit de valeurs. Et ce qui rend cette étape si troublante, c'est qu'elle est présentée actuellement dans les discours et les narratifs officiels comme une libération, une médecine plus précise, plus efficace, plus humaine, alors qu'en réalité, elle parachève un siècle de dépossession progressive, dépossession du savoir, du soin, de l'autonomie, puis de la souveraineté corporelle. Oui, nous en sommes là. La science, en tant que méthode, n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la capture de la science par des logiques industrielles et financières. Une science déontologique cherche à comprendre et à soigner. Une science capturée cherche à prédire, à gérer, à optimiser. Non pas pour la santé, mais pour la stabilité du système. Un monde sain, les amis, serait imprévisible. Un monde malade est administrable. Et c'est précisément pour cela qu'un système fondé sur le profit ne peut produire de la santé au sens plein. Il peut produire du traitement, de la gestion, de la prolongation, mais jamais de la libération. Car un être humain réellement autonome, en bonne santé, souverain de son corps et de ses choix, n'est pas une ressource, c'est une variable incontrôlable. Et ça, ils ne le veulent pas. Et c'est peut-être là, finalement, que se situe le cœur du problème. Cette vidéo va durer 30 heures. Mais bon, on en voit le bout. Depuis le début de cette série, une trajectoire claire se dessine. Non pas une accumulation de scandales isolés, non pas une succession de dérives accidentelles, mais une logique continue, méthodique, cohérente, déployée sur plus d'un siècle, et je pense que mes 4 épisodes l'ont franchement mis en avant. Nous avons vu comment le corps a été modifié par l'alimentation industrielle, comment le temps a été structuré par des rythmes artificiels, imposés dès l'enfance, comment l'école a façonné les esprits, adaptés, disciplinés, compatibles avec un système donné. Je sais, c'est redondant, je le répète, mais il faut quand même bien le comprendre. Et enfin, on est en train de voir comment la médecine a cessé d'être un art du vivant pour devenir une industrie de gestion des symptômes. Et enfin, comment le corps lui-même est en train d'être réduit à un flux de données mesurées, scorées, administrées. On y est. Et c'était la phase finale du plan de Rockefeller. Pris séparément, chacun de ces phénomènes peut sembler explicable. Oui, je sais, défendable même. Enfin, ça, moyen. Pris ensemble, ils racontent tout autre chose. Ils racontent un projet de société. Un projet dans lequel l'être humain n'est jamais pensé comme un souverain, mais comme une variable à optimiser. Un projet dans lequel la santé n'est pas un état d'équilibre à préserver, mais un ensemble de paramètres à gérer. Un projet dans lequel la science n'est plus une méthode au service du vivant, mais un outil capturé par des logiques industrielles, financières et politiques. Ce que nous avons suivi ici n'est pas le récit d'un complot occulte ourdi dans l'ombre. C'est pas la peine de venir crier au complot. Il n'y a pas besoin de secret lorsque tout est assumé publiquement, documenté, écrit noir sur blanc. Ceux qui vont venir, qui sont chafouins, lisez l'autobiographie de Rockefeller comme moi. La cohérence est visible dans les discours, dans les institutions, dans les choix structurants. Le gars, il a écrit noir sur blanc au calme dans son livre. Elle est visible chez Rockefeller, chez ses successeurs, chez les fondations, chez les industries qui ont pris le relais. La philanthropie n'a jamais été un contre-pouvoir. Elle a été le masque moral du contrôle. Et en parlant de causes racines, on a déplacé la responsabilité vers les individus. En parlant de prévention, on a préparé la surveillance. En parlant de progrès,
on a rendu toute contestation suspecte. Et en parlant de science, on a sanctuarisé un système qui ne tolère plus le doute dès lors qu'il menace ses fondements économiques. On l'a vu avec leur système de picouse. Soyons clairs, il ne s'agit pas ici de rejeter la science, il s'agit de refuser une science capturée, une science faite avec déontologie, avec humilité, avec passion pour le vivant est une force d'émancipation. Une science transformée en industrie, en lobby, en instrument de gouvernance est une force de domination. Et le distinguo est important. Les gens sont trop confus. Un monde réellement sain serait imprévisible. Il serait autonome. Il serait difficile à administrer. Un monde malade, en revanche, est mesurable, segmentable, rentable, administrable. Et c'est là que réside la vérité la plus dérangeante de ce siècle. Un système fondé sur le profit ne peut produire de la santé au sens plein du terme. Il peut produire des traitements, des protocoles, des solutions temporaires, des dépendances durables, mais jamais des individus libres, souverains, capables de se réapproprier leur corps, leur esprit et leur rythme de vie. Et d'ailleurs, je pense même que ça leur terrifie l'idée que ça puisse arriver. Ce que nous vivons aujourd'hui, traçage sanitaire, score de risque, santé prédictive, normalisation algorithmique, n'est pas une rupture. C'est l'aboutissement logique d'un siècle de dépossession progressive. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Comprendre cette histoire n'est pas un exercice intellectuel, c'est un acte de lucidité. Parce qu'on ne reprend jamais sa souveraineté en niant les faits. On la reprend en comprenant le système qui nous a façonnés et en osant enfin poser la question interdite, et si le problème n'était pas notre corps, mais le monde dans lequel on l'a enfermé. Parce qu'à ce stade, bel et bien la question n'est plus de savoir comment ils ont pris le contrôle. Le contrôle, ils l'ont. Et je pense qu'on a bien compris grâce à mes vidéos. Mais la vraie et la seule question, la plus fondamentale, disons, on va le dire comme ça, c'est qu'est-ce qu'ils avaient besoin de nous faire oublier pour que ce contrôle soit acceptable et pour que ce contrôle soit accepté. Et ça, toute cette dernière question est une façon de vous dire qu'on va rentrer à nouveau dans les prochaines vidéos, dans les sujets qu'on préfère, ce qu'on nous a dissimulé, comment ils ont trafiqué l'histoire et comment ils nous ont rendus insignifiants, juste produits d'une évolution du singe, etc., etc., pour justement que nous n'interrogions pas notre vraie valeur et que nous ne trouvions pas qu'il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark. Voilà les amis, je m'arrête tout de suite ici parce que cette vidéo va être hyper longue, mais je voulais absolument boucler cette série parce que j'ai cru comprendre que certains, ça commençait à les gonfler. Or, moi je pensais que c'était absolument nécessaire de revenir parce que souvent, il y a des questions qui reviennent dans les commentaires du style « Et ce serait pour faire quoi ? Et ça date de quand ? Mais c'est du n'importe quoi ?» Mais sur des détails pris, vous savez, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, qui sont sortis du contexte. Donc je me suis dit, ok, on va leur expliquer la matrice, on va revenir à des choses qui sont indiscutables, puisque comme je le répète, elles sont écrites noir sur blanc dans le livre de Rockefeller, que tout ce que je vous raconte est vérifiable avec des recherches basiques sur Google, qu'il s'agit de faits historiques et de preuves indiscutables. Et je me suis dit qu'à partir de là, quand les gens vont finir par comprendre que ouais, il y a quelque chose qui n'est pas naturel et qu'il y a quelque chose qui est quand même, qui en dit bien plus long que ce qu'on veut bien le comprendre, eh bien j'aurais réussi peut-être à, ce que je dis souvent, à minima, à faire se poser les bonnes questions aux plus obtus. Et ça, c'est une vraie victoire. Et maintenant, on va pouvoir à nouveau démarrer sur nos histoires, les anciennes civilisations et tout ce qui ressort. Et j'espère, de ce fait, ne pas avoir à expliquer le pourquoi. Le pourquoi étant, forcément, il faut que la structure qu'ils nous ont inventée et qui est rattachée au narratif officiel tienne la route. Voilà les amis, je m'arrête, c'est trop long. N'oubliez pas, pour m'aider, surtout avec ces sujets, pour que cette vidéo soit proposée au plus grand nombre, la plus simple des façons, c'est de liker, de commenter, de partager et bien évidemment de booster. Les petits nouveaux, abonnez-vous, ça vous prend une seconde et c'est vraiment important parce que ça aide vraiment les petits créateurs de contenu comme moi à nous faire connaître par le plus grand nombre et à enfin faire circuler des vérités ou des questions qui vont bousculer le système. Et c'est déjà très bien de bousculer le système. Voilà, en attendant qu'on se retrouve pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.